On va passer, messieurs, à la suite de nos previews au Toronto Raptors. Je vais faire le partage d'écran en mettant voilà, l'image qu'il faut. Les Toronto Raptors qui sortent d'une saison, eux, très compliquée. On parlait tout à l'heure des potentiels concurrents aux Knicks qui avaient subi le Covid. Je pense que les Raptors sont sans doute une des franchises qui a le plus subi cette pandémie. Le fait qu'ils aient joué à Tampa tout leur match à domicile finalement, et qu'ils n'aient pas eu du tout à pouvoir rester chez eux, ça a forcément joué, et je pense que c'est un élément qui est malheureusement un petit peu sous-estimé ou oublié dans la saison cauchemar des Raptors. C'est une franchise qui après le titre de 2019, forcément a vu partir Kawhi, a vu partir Gasol, a vu partir Ibaka, qui avait entamé un processus finalement de changement, de transition après son titre, et finalement après cette saison très compliquée dans laquelle ils n'ont jamais vraiment été contender, on a vu le départ de Kyle Lowry pour finalement vraiment terminer de tourner cette page du titre de 2019 et peut-être entamer un processus un peu différent, un processus de reconstruction. Oui et non, parce qu'il y a beaucoup de potentiels bons joueurs déjà en place. On est très loin des reconstructions à zéro d'autres franchises qu'on a pu évoquer précédemment dans ces previews la semaine dernière. On a notamment, on peut faire un petit tour sur le 5 majeur rapidement, mais des joueurs comme Fred VanVleet, Pascal Siakam, OG Anunoby sont déjà très reliable, pardon, excusez mon anglais bien sûr, et donc la franchise peut se targuer de se positionner par rapport à ça et avoir une construction avancée. Le in and out, le départ, les arrivées, les départs d'Aaron Baines, Rodney Hood, Stanley Johnson, mais surtout Kyle Lowry, visage de la franchise, qui va permettre aux Raptors de récupérer un très bon jeune joueur en la personne de Precious Achiuwa, on en parlera un petit peu, mais aussi Goran Dragic, et enfin des rookies, Dalano Benton et Scottie Barnes. Donc FD qui connaît un petit peu Scottie Barnes me laissait la priorité pour en parler, et je vais pouvoir en plus vous balancer une petite vidéo et ça va un petit peu animer le live, et ça c'est plutôt sympa. Scottie Barnes, c'est un ailier défenseur first, hein. C'est d'abord des qualités défensives qui font l'attrait de ce joueur. Il a une envergure et une taille, un physique qui lui permettent d'être très intéressantes à ce niveau-là. 2m6, 103 kg, 2m18 d'envergure, et qui, en plus en fait de ces qualités défensives qui lui permettent vraiment de rester attaché, de rester d'être très bon en 1 contre 1, il a également un QI et un leadership assez rare de ce côté-là du terrain pour un jeune joueur, et qui font également son attrait. Offensivement, c'est un joueur qui montre de belles choses sur la création, avec un playmaking plutôt avancé, un contrôle sur le pick and roll intéressante. Il est plutôt bon en termes de passe, donc de passing game. Il sait vraiment trouver la bonne passe sur pick and roll, manipuler un petit peu la défense sur pick and roll pour trouver le joueur ouvert. Vous le voyez là à l'écran à l'instant, où il va trouver le shooter à 3 points plutôt que le rollman après que celui-ci ait attiré l'aide. C'est des choses qu'il est capable de faire et qui sont intéressantes offensivement, et dont il aura besoin, parce que son shoot est vraiment un problème et totalement dommageable pour lui. Il a une mécanique assez compliquée. Je pense notamment aux gars d'envergure. On va vous mettre le profil d'envergure des gars d'envergure sur Scottie Barnes dans le chat. Alors que Jordan se fout de ma gueule sur mon accent. C'est vrai que c'était compliqué là, je dois avouer. Mais bref, un shoot très compliqué qui va devoir améliorer, mais un profil qui colle à l'ADN des Raptors. FD, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Scottie Barnes que j'aurais oublié de mentionner? Que
tu as fini par parler justement du profil Raptors. Effectivement, c'est un défenseur, tu l'as dit. Il est très long. Il a des possibilités de défendre sur, allez, 4 postes au minimum, peut-être pas sur les pivots pour l'instant. Et donc, il rentre effectivement dans ce moule, OG Anunoby, Khem Birch, Chris Boucher, Pascal Siakam, d'athlètes très longs. Il sort de Florida State University, qui est la fac qui a sorti dans les 2 dernières années Devin Vassell et Patrick Williams. Donc le même type d'ailier assez longiligne. Alors c'est vrai que euh, Scottie Barnes n'a pas le tir de Devin Vassell ou Patrick Williams, mais voilà, ils ont sorti quand même en 3 ans 3 ailiers très prometteurs qui fonctionnent assez bien en NBA. La question pour Scottie Barnes, ça va être est-ce qu'il va être capable de tirer tout simplement. Parce que si le tir ne fonctionne pas, le reste, tu l'as dit, le playmaking, le drive, ça va être compliqué. Donc on peut s'attendre à voir Scottie Barnes avoir du mal les 2, 3 premières années. Puis ensuite, une fois que le tir et la lecture du jeu s'adaptent au niveau NBA, exploser. Je pense qu'il a un potentiel énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Raptors ont préféré prendre Scottie Barnes au lieu de jouer la continuité, remplacer Kyle Lowry par Jalen Suggs au poste de meneur. Tu m'offres un petit Potentiel énorme, plafond énorme. C'était pour moi le bon choix. Tu m'offres la transition parfaite en parlant de Jalen Suggs, alors que gros big up à Tom qui vient de nous follow. Big up à Tom, bien évidemment, que vous pouvez retrouver sur Dunkebdo. Encore une fois, tu m'offres la transition parfaite avec Jalen Suggs. Ça a été un grand débat, je sais, parmi les fans même de Toronto. Vous pouvez aller voir notre preview, bien évidemment, écrite sur les Raptors. Je vais encore balancer ça dans le chat pour voir un petit peu par rapport à Suggs ce qui pouvait être les avis et puis surtout l'avis de Thibaut qui fait partie de l'équipe, bien sûr, qu'on salue. Thibaut qui nous explique du coup un petit peu le choix de Scottie Barnes. Ça s'inscrit encore une fois, on l'a dit et tu l'as répété FD, ce choix de joueur dans une identité un petit peu de Toronto qui choisit beaucoup de prospects ailiers défensifs en premier lieu avec des mensurations importantes, un petit peu un profil de fric. On pense notamment à OG Anunoby qui finalement se développe de plus en plus, notamment dans son rôle de 3&D où on voit qu'il prend de plus en plus de pull-up avec un scoring en hausse et qui va peut-être avoir des responsabilités offensives plus grandes et c'est une évolution qui est à suivre. On voit aussi qu'ils ont récupéré Precious Achiuwa qui, même s'il est plus intérieur, a aussi cette mobilité potentielle et ses attraits de défenseur en tout cas. Derrière un Siakam qui, et là je vais peut-être revenir sur toi Ben, un Siakam qui a posé quelques questions la saison passée, qui a eu une saison un petit peu plus compliqué que ce qu'on espérait pour pouvoir mener ces Raptors, qui a aussi eu quelques accrochages avec Nick Nurse, le coaching staff, par rapport à sa place dans le groupe, avec forcément un petit peu dans l'ombre de Kyle Lowry encore une fois, et cette difficulté à s'affirmer en FP. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de ces difficultés, Ben, et est-ce qu'on imagine Siakam pouvoir devenir vraiment ce FP et évoluer au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui encore une fois pour prendre vraiment le lead de ces Raptors? Ouais, bah déjà, ce qui est important à savoir sur la saison passée de Siakam, c'est que déjà, apparemment, le Covid enfin, il a eu le Covid et ça l'a beaucoup, beaucoup secoué. Donc, c'est quelque chose quand même à prendre en compte au niveau de sa santé. Il n'était pas au max du max. Après, je pense que sur le terrain, à proprement parler, il a vraiment, vraiment. Enfin, les départs conjugués de Ibaka et Gasol sur le même été, ça l'a quand même pas mal mis en difficulté, parce qu'on sait très bien que Siakam, son shoot n'est pas le, le meilleur shooter à son poste de la ligue. Enfin, c'est loin d'être parfait. Donc, il a beaucoup besoin quand même d'espace, il a besoin de place, parce qu'il essaye souvent d'être dos au panier, il tente des spins un peu risqués. Et donc, forcément, si la raquette est bouchée, c'est rapidement compliqué pour lui. Donc,
là, ce qu'il va falloir voir, c'est qu'il a quand même fait certains progrès. J'ai parlé avec, Mikey, un spécialiste des Raptors que vous pouvez retrouver dans la preview, et quand même il m'a indiqué qu'il y avait quand même eu pas mal de d'améliorations sur le playmaking, pas mal d'améliorations sur comment dire, son jeu en pénétration, qui était mieux que les saisons passées, et donc faut qu'il continue à travailler là-dessus. Maintenant, la vraie question, c'est qu'il a quand même un contrat assez fort, assez lourd. Il s'est déjà retrouvé dans les rumeurs de trade. Je crois que c'était au moment de la draft. Il y avait des rumeurs avec les Raptors, avec les Warriors notamment. Est-ce que si le début de saison se passe pas formidablement, est-ce que en janvier il est toujours là? Bah, je pense que la question se pose. Exactement. J'avais Monsieur, pas son nom. Monsieur Laviole, nous dit Tom, oui, merci pour cette précision. Et puis, encore une fois, cette invitation à aller voir l'article de Ben, la preview écrite qu'on a laissé dans le chat un petit peu plus haut. C'est quelque chose que tu soulèves, c'est intéressant, cette possibilité de trade autour de Siakam que tu soulèves, Ben, parce que c'est vrai que les Raptors ont encore une fois, drafté énormément de bons joueurs ou récupéré énormément de bons joueurs dans ce même rôle, dans ce même profil, 3, 4 fric, avant tout défensive, qui ensuite vont se développer offensivement. Hugo de Basket Catéchisme nous dit que Precious notamment montre de sacrés flashs justement de Siakam Adebayo Light avec sa capacité à pousser la balle en main. Pardon, je m'égare, avec sa capacité à pousser balle en main en contre-attaque avec fluidité, même si, et il précise, par contre il s'inspire un peu trop de Westbrook en arrêtant à mi-distance pour pull-up. Effectivement, c'est pas la meilleure des qualités, mais ça se gomme et ça se développe pour un jeune assez jeune. Alors que Osman Puccino qui vient dans le chat, bienvenue à toi, nous dit article très intéressant comme toujours, bon courage sur Twitch, bah merci bien, merci pour ce commentaire et ces encouragements. C'est vrai que du coup, on peut se demander par rapport aux Raptors, et on en discutait un petit peu hier sur Basket Catéchisme, on peut se demander pour les Raptors, qu'est-ce que c'est encore une fois cette évolution pour eux, avec énormément de joueurs sur les mêmes postes ou des profils un petit peu similaires. Est-ce que ça va pas limiter leur plafond? Alors, si on revient sur le partage d'écran et que on regarde le 5 majeur, il y a d'autres joueurs hein, comme bien évidemment Fred VanVleet, Gary Trent Jr. qu'ils ont pu récupérer dans le trade de Norman Powell, qui sont intéressants au poste d'arrière. On peut imaginer aussi OJ Anunoby ou Scotty Barnes être rentré dans le 5 en 2 ou être décalé dans le 5 en 2 et Gary Trent Jr. devenir 6e homme avec Goran Dragic dans la seconde unit. Il y a des choses à l'arrière qui peuvent se faire. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un plafond pour cette équipe à moyen long terme en ayant beaucoup de doublons en termes de profil et donc des joueurs qui pourraient ne pas se développer? Tu fais vraiment bien de parler, Ben, de ce potentiel trade de Siakam. C'est-à-dire que tous ces joueurs pourraient devenir des assets aussi dans une pour imaginer en tout cas dépasser ce plafond, avoir peut-être une option numéro 1 à côté de Siakam plus forte. Est-ce que tu imagines toi Siakam en option numéro 1 viable pour le titre ou pour aller plus loin en tant que FP? Honnêtement, ça me semble quand même plutôt compliqué. Enfin, je suis pas spécialiste des Raptors, mais je suis pas très optimiste sur le fait de voir en Siakam un franchise player. Après, forcément, en troisième ou deuxième option, bah, je pense que c'est quelque chose de très qualitatif. Mais quand tu vois là, pour l'instant, enfin, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que c'est le plus gros salaire des Raptors. Enfin, moi, ça me ferait mal de tout reposer sur un Siakam dont on ne sait pas trop comment il s'en sortira cette saison. On ne sait pas trop si son shoot suivra. Alors oui, comme on l'a dit un peu plus tôt, il a vraiment progressé sur certains points, mais ça reste quand même léger pour boxer dans la catégorie des franchise players.
C'est vrai qu'il avait vraiment explosé dans les finales 2019, enfin dans les finales, dans les playoffs même 2019, toute sa série, toute sa campagne était très intéressante en tant que super lieutenant de Kawhi Leonard, et c'est vrai que ça s'était vraiment bien fait derrière Kawhi Leonard et derrière Kyle Lowry. Il avait vraiment montré ces capacités-là, et de par aussi son profil, notamment limité au shoot, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer ça, à s'imaginer en première option en tant qu'FP. Yopil, j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui nous dit qu'il est d'accord avec ça, Paletov pour être FP, alors que TV Shady nous dit c'est trop light pour un FP, il n'a pas les épaules et le talent. Troisième notion, est-ce qu'il lui convient le mieux pour moi? Je peux l'imaginer en seconde option, avec potentiellement un très bon arrière ou un très bon meneur. Basket catéchisme, Hugo qui nous dit Lavine to Toronto confirmed. Alors encore une fois, moi je suis un petit peu comment dire, je serais déçu de voir Chicago ne pas prolonger la ville, mais c'est vrai que la question se pose vu que la prolongation risque d'être élevée. Tom qui va tempérer un petit peu les propos de tout le monde. C'est loin d'être un joueur fini, clairement, et c'est ce qu'on disait hier chez Basket Catéchisme. C'est vrai qu'il a encore de l'upside. C'est vrai que c'est un joueur aussi, c'est Dalil qui nous disait ça, supporter des Raptors, qui a toujours prouvé par son éthique de travail et de toute sa carrière qu'il pouvait vraiment aller au-delà des attentes et travailler aussi sur ses défauts. Donc c'est vrai qu'il a eu, c'est vrai qu'on le juge peut-être aussi un petit peu durement vis-à-vis de la saison passée, saison qui pourtant a été entachée, comme tu le disais, par le Covid, Ben. On est peut-être un petit peu trop demandant aussi de Pascal Siakam. Toujours est-il que ces Raptors offrent un visage intéressant avec des profils très intéressants. Je pense qu'on peut parler aussi peut-être d'un petit peu de OJ Anunoby qui se développe, lui, énormément, montre des signes aussi au pull-up. Il me semble, Ben, que tu notais dans ton article qu'il était passé de quelques pourcents de possession jouée finie en pull-up à près de 13%. Donc c'était une vraie évolution sur sa carrière et avec des bons pourcentages au shoot. Et qu'est-ce que vous imaginez par rapport à OJ comme plafond dans cette équipe des Raptors? Est-ce que lui pourrait se développer autour de Siakam et potentiellement élever le plafond de cette équipe? Je pense que le développement de Siakam et de OG se feront naturellement en parallèle. Si Siakam veut pouvoir assumer son rôle de franchise player, il devra pouvoir compter sur un OG Anunoby qui crée un petit peu plus balle en main, qui le soulage de tout ce qui est heavy lifting, de tout ce qui est création. Et donc, il faudra que OG Anunoby montre un petit peu plus de playmaking. Il est beaucoup mieux, il est vraiment meilleur en création pour les autres depuis 2-3 ans. Il a montré l'année dernière qu'il pouvait prendre des pick and roll à faible volume. Les résultats n'étaient pas toujours probants, mais il faut qu'il les prenne. Il faut qu'il continue à développer son jeu. Et il montre toujours des belles améliorations au tir. Si OG Anunoby continue à se développer offensivement, ça ne rendra la tâche que plus facile pour Pascal Siakam, qui a besoin, comme Ben l'a dit, d'un spacing, de pouvoir driver, de pouvoir avoir ses oppositions 1 contre 1 au poste bas, parce que c'est là qu'il est le meilleur. Donc si OG Anunoby continue à progresser offensivement, ça ne pourra que servir Pascal Siakam et inversement. Une progression qui sera demandée, alors notamment même si il y a eu le départ de Kyle Lowry qui forcément en fait change la donne aussi sur la création des postes arrière, alors même si Fred VanVleet est une option très legit à ce poste-là, et de toute façon il avait pris l'option titulaire en second créateur très souvent chez Toronto à côté de Lowry ces dernières années. Est-ce que c'est vrai qu'on peut du coup imaginer, pardon, je m'embrouille un petit peu, l'évolution de Jay à ce niveau-là. Globalement, par rapport à cette équipe de Toronto, plus globalement, qu'est-ce qu'on voit pour cette saison à venir? On a donc ces deux potentiels développements de Siakam et de Jay Anunoby dans la continuité des saisons précédentes. Fred VanVleet qui devrait quand même bien suppléer Kyle Lowry à la main puisqu'il a un profil un peu similaire de
de meneur un petit peu sous-dimensionné, mais très agressif sur la défense, et qui rentre ses shoots, qui sait un petit peu distribuer, pas de manière élite, mais de manière suffisante pour faire tourner l'attaque, si en plus OJ venait à se développer, alors que Yopil est un fan de OJ qui il nous dit c'est le vrai crack de cette équipe. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette équipe en termes d'objectifs cette saison, après une saison un petit peu en trompe-l'œil avec énormément d'éléments contextuels en leur défaveur, qu'est-ce que vous pensez que ça peut viser, alors que Yopil, encore une fois, nous dit objectif play-in? Bah, je pense que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que l'effectif, même si c'est pas celui de 2019, reste quand même assez qualitatif. Il y a pas mal de jeunes qui peuvent surprendre. On a parlé de Barnes, il y a Gary Trent qui reste quand même un très bon joueur. Il y a Van Vliet, il y a, comme on l'a dit, Siakam. Il y a Achua qui va avoir plus de temps de jeu. Enfin, il y a pas mal de bons gars. Nick Nurse reste un très bon coach. On sait très bien que Nick Nurse, sur ses dernières saisons, a sorti des fois des joueurs dont on ne sait pas trop où. Enfin, il leur a donné un rôle et ils étaient plutôt fonctionnels dans le système Raptors. Donc, si le début de saison se passe bien, on peut retrouver les Raptors je pense, entre la 7e et la 10e place. Ça serait pas étonnant. Par contre, c'est probable également que ça aille dans l'autre sens. Si voilà, il y a des rechutes physiques. On sait déjà que Siakam ne sera pas là pour le tout début de saison. Il est blessé avant même que ça commence. Donc déjà, ça met un peu. Enfin, les Raptors se tirent déjà une balle dans le pied. Et donc là où je voulais en venir, c'était que si ça se passe pas très bien, c'est possible qu'il y ait des mouvements ou des rumeurs du moins à la au moment de la trade deadline, parce que c'est comme on en parlait avec les Wizards, l'objectif c'est pas de jouer la 11e place pour les équipes. Si, parce que là les Raptors ont quand même un effectif, comme on l'a dit, assez bon avec un vrai coach. S'il faut casser tout ça pour avoir des pics de draft, je pense qu'ils n'hésiteront pas longtemps. On en revient à toujours cette polarité qui s'affirme de plus en plus dans la ligue. On n'est pas en boucle là-dessus, mais c'est vrai que ça transperce dans nos previews. Forcément, cette polarité entre éviter à tout prix ce ventre mou qui finalement, en fait, où tu n'as aucun avantage en fait à être dans ces places-là, si ce n'est en fait quand tu suis la progression logique de ton équipe. Je serais un petit peu plus nuancé par rapport à ton point là-dessus, même si je le conçois tout à fait, et je suis assez d'accord que ça puisse se poser comme ça. Je me demande en fait si les Raptors si de par en fait leur très bon choix de draft, leur talent à avoir drafté, leur coaching staff justement, si ils ne gagneraient pas à rester dans cette zone à peu près compétitive un temps, et au-delà de tout casser, d'échanger intelligemment pour potentiellement upgrader. Alors bien évidemment, il faut toujours choisir autour de qui potentiellement tu peux faire ça, et c'est vrai qu'il y a peut-être encore une ou deux saisons pour réellement entreapercevoir en fait autour de quel joueur une construction telle que celle-ci est possible. Mais connaissant Masai Ujiri et son talent en termes de trade, son talent de general manager global, mais même en termes de pari, de trade, d'échange, ça peut être intéressant de voir comment il peut tirer le maximum de ces profils d'ailiers défensifs très frics qui montrent des aptitudes offensives intéressantes. On sait que c'est un profil qui est assez couru, assez rare et assez cher, qui vaut assez cher dans la ligue pour qu'il puisse potentiellement espérer récupérer des assets intéressants. Je ne sais pas si ce sera potentiellement, s'il est potentiellement intéressant pour les Raptors de viser les pics de draft, de viser vraiment un nouveau développement long, ou s'ils peuvent encore se dire, en développant quelques-uns de ces joueurs, en fait c'est des joueurs qui vont valoir cher et on va peut-être pouvoir récupérer une superstar à un moment, faire un duo avec Siakam ou Anunoby en fonction de celui qui se développera le mieux,
Est-ce que par rapport à ça, Ben, tu veux réagir ou FD, tu imagines autre chose? Qu'est-ce que tu vois plus? Qu'est-ce que tu imagines plus par rapport à cette équipe des Raptors, même si tu la suis peut-être pas forcément plus que ça? Je te rejoindrai plus sur le point que tu as fait. Euh, je pense que l'objectif principal pour les pour les Raptors, pardon, cette année, ce sera d'éviter d'enchaîner 2 saisons de marasme. La saison dernière, c'était très compliqué. Tampa Bay, Covid, la situation de Kyle partira à Philadelphie, partira pas. Pascal Siakam entre blessures et déception. Il faut éviter cette dynamique et puis réinstaurer une dynamique. On parle quand même d'une franchise qui était, il y a maintenant 3 saisons, championne NBA. L'année d'après, qui était encore dans les meilleures équipes à l'Est. Je pense qu'il faut qu'il continue à truster les meilleures places. Alors, ce sera forcément un peu compliqué dans cette année 0,5 avec la draft de Scottie Barnes et ce nouveau cycle qu'ils ont lancé cette année. Mais pour moi, il y a le matériel. On a parlé des joueurs. On peut parler de Malakai Flynn aussi, qui pourrait être un meneur backup intéressant. Il y a le coaching staff. Nick Nurse, c'est un des coachs les plus influents de la ligue. On voit des mini Nick Nurse se développer partout et des anciens assistants de Nick Nurse devenir à leur tour head coach. Et puis ils ont le front office, ils ont le management. Masai Ujiri, lui aussi, un des GM les plus influents de la ligue. Cette saison sur le terrain, ça va peut-être être compliqué, notamment au début de saison avec Pascal Siakam qui sera encore à l'infirmerie. Mais à mon avis, je les vois prendre une dynamique de victoire au milieu de la saison, chercher une dernière place au play-in et aller la jouer à l'expérience, et puis revenir au sommet d'ici 2-3 ans, une fois que la mayonnaise aura pris et que tous les ailiers se seront développés. Une dynamique en tout cas intéressante, et comme tu le disais, quand le front office est de qualité, front office et coaching staff de qualité, il y a quand même beaucoup moins à craindre ou moins d'interrogations à avoir sur la direction globalement de ces franchises. Il y a des choses en tout cas très intéressantes chez ces Toronto Raptors. Je pense qu'on peut un petit peu clore cette preview et ce live là-dessus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Ben, FD, dans le chat, n'hésitez pas également. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Est-ce que vous voyez autre chose à dire? Moi, il ne reste qu'à te remercier, puis à remercier toutes les personnes dans le chat. L'interaction était vraiment super aujourd'hui, puis n'hésitez pas à revenir, hein.